Divine. Bienvenue à cette 13e édition d'Orange Business Live. Orange Business Live, c'est votre rendez-vous bimestriel avec Orange Côte d'Ivoire pour échanger autour de thématiques en lien avec la transformation digitale. Je suis Eunice Tellero et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce jour pour assurer la modération de ce webinaire. Intelligence artificielle et cybersécurité, levier de croissance ou menace pour les entreprises, c'est notre thème du jour. Et nous aurons 4 panélistes au parcours très inspirant que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Mais avant, nous allons, comme d'habitude, partager quelques consignes pour que ce live se déroule dans de très bonnes conditions. Alors, vu que vous avez fait l'effort d'être présent aujourd'hui, nous allons vous demander de faire un effort supplémentaire en étant présent à 100%. On vous veut corps, âme et esprit. Donc, on va vous demander de couper toutes les sources de distraction, de mettre vos téléphones sous silence, de fermer vos bureaux, d'informer vos collègues autour de vous que vous participez à un webinaire et d'avoir de quoi prendre des notes parce que nos intervenants auront des connaissances très intéressantes à nous partager. Orange Business Live, c'est un cadre d'échange qui se veut dynamique et interactif, encourageant donc votre participation active. Donc n'hésitez pas, et vous avez la possibilité de le faire sur notre plateforme On24, à nous partager vos réactions à travers des likes, des cœurs. Et vous avez sur la plateforme une rubrique « À vous la parole » qui vous permet de poser vos questions en direct. Et vous pouvez d'ores et déjà les poser sur le sujet. Nous aurons la latitude d'y revenir dans la seconde partie de ce webinaire. Voilà. Alors que la technologie continue d'avancer à un rythme sans précédent, l'intelligence artificielle s'est imposée comme un véritable catalyseur dans de nombreux secteurs. Sa capacité à traiter d'énormes données, à apprendre des schémas et à prendre des décisions intelligentes, a révolutionné les habitudes des particuliers et aussi la façon dont les entreprises opèrent. Dans un monde en pleine révolution numérique, on assiste également à une hausse du nombre de cyberattaques. Et ces cyberattaques sont d'ailleurs de plus en plus sophistiquées et pernicieuses. Selon le rapport 2021 du FBI sur l'état de la cybercriminalité dans le monde, plus de 800 000 plaintes ont été recueillies pour crimes d'Internet, lesquels ont coûté, tenez-vous bien, plus de 6,9 milliards de dollars au monde. Face à cette menace grandissante, l'intelligence artificielle se positionne comme un outil prometteur pour renforcer la défense des systèmes d'information. Quelles sont les dernières avancées de l'intelligence artificielle? Quel rôle et quelle place pour l'intelligence artificielle dans la cybersécurité? Comment l'IA révolutionne-t-elle la cybersécurité? Comment accroître la formation, la sensibilisation grâce à l'intelligence artificielle? Notre live de ce jour a pour but de répondre à toutes ces questions. Et nous allons maintenant accueillir nos 4 panélistes. Notre premier panéliste est Hubert Kouraogo, qui est directeur B2B chez Orange Burkina. Bonjour Hubert. Et il est connecté en ligne. Bonjour. Bonjour Hubert. Bonjour Eunice, bonjour à tous. Nous sommes heureux de t'accueillir à Orange Business Live. Merci de t'être rendu disponible pour ce live. Et notre deuxième panéliste, avant de parler de notre deuxième panéliste, je vais vous présenter Hubert. Hubert a rejoint Orange Burkina en janvier 2017, où il occupe, comme je le disais, la fonction de directeur Orange Business après 6 ans chez Orange Niger au poste de directeur marketing, directeur Orange Money et directeur B2B. Il totalise plus de 20 années d'expérience en télécommunications. Il est titulaire d'un DESS en gestion des entreprises de HEC Montréal et d'une maîtrise en marketing et communication de l'Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Notre deuxième panéliste est une dame, c'est Mame Diop Ben. Elle est directrice adjointe système d'information et sécurité
Et c'est la 3e fois qu'on te reçoit, Mam, n'est-ce pas? Je pense. Ok, on est content de te recevoir à nouveau. Merci, Eunice. Mam est une experte en sécurité de l'information. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Elle a effectué plusieurs missions de conseil et d'audit sécurité, menées en tant que consultante au sein d'une SS2I et du groupe Orange à Paris. Mam a rejoint Orange Côte d'Ivoire en 2016 en tant que responsable sécurité du système d'information. Elle a en charge l'élaboration de la politique de sécurité, la coordination et le pilotage de sa mise en œuvre, ainsi que le contrôle de son efficacité. Certifiée ITIL, ISO 27001, Lead Auditor et Lead Implementer, membre de la communauté Orange Expert, elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en système d'information et réseau de l'École centrale électronique de Paris et d'un master en management de la sécurité de l'information de l'Université de Concordia à Edmonton, au Canada. J'ai tout dit, Mam? Oui, merci. Ok. Notre 3e panéliste est Steve Fayoumi. Il est Global Project Manager 5G. Steve est un professionnel du marketing et de la communication. Il compte 23 ans d'expérience concluante dans diverses multinationales en Afrique de l'Ouest. C'est un stratège qui se définit comme un leader investi et il a rejoint Orange Côte d'Ivoire en juin 2018 pour prendre en charge la communication commerciale, marque et digitale et également intervenir sur des projets structurants. Donc depuis avril 2023, Steve est nommé Global Project Manager 5G et aura la responsabilité de piloter le lancement de la 5G d'Orange Côte d'Ivoire. Et Steve est au passage diplômé de l'ESCA. Il a un diplôme d'ingénieur marketing de l'ESCA à l'INPHB de Yamoussoukro. Bonjour Steve. Bonjour Eunice. On est content de te recevoir à Orange Business Live. C'est un plaisir pour moi. Ok. Et enfin, notre 4e panéliste qui n'est plus à présenter, Didier Cla, qui est directeur Orange Business et Broadband. Didier est ingénieur télécom, diplômé de l'INPHB de Yamoussoukro, et il fait partie des experts africains qui ont activement milité pour la promotion d'Internet et du logiciel libre en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. C'est aussi un expert de l'IUT et il est membre du comité de direction d'Orange. Il a initialement occupé le poste de directeur technique avant d'être le directeur Orange Business et Broadband. Bonjour Didier. Bonjour Eunice. Okay. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que notre thème du jour, c'est intelligence artificielle et cybersécurité, levier de croissance ou menace pour les entreprises. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder une toute petite vidéo. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une pilule qui vous rend temporairement plus intelligent, non. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est la pratique qui tend à faire penser les machines. Le terme est apparu pour la première fois lors d'une conférence à l'université de Dartmouth en 1956. Mais le premier exploit de l'intelligence artificielle, c'est quand l'ordinateur Deep Blue bat le génie des échecs Kasparov en 1997. À l'avenir, c'est elle qui nous permettra de nous déplacer dans des voitures autonomes et d'avoir des robots domestiques. Ça vous paraît loin? Pourtant, il y en a déjà partout dans notre quotidien. Par exemple, avec les chatbots, ces programmes intelligents de discussion qui vont permettre à Cyril de régler son problème de machine à laver, même un dimanche soir. Pareil pour Laurent qui peut papoter tranquillement pendant que son nouvel aspirateur fait le ménage tout seul. Et dont le cousin fait la même chose que lui, mais sur le sol de Mars. Ou encore quand Aurélia, qui réalise son prochain film, peut diriger une foule de 1000 personnes grâce à un programme intelligent d'effets spéciaux, alors qu'elle n'a en fait que 2 acteurs. Mais aussi tout simplement quand le smartphone de Dominique lui permet d'envoyer des SMS sans faute d'orthographe avec l'autocorrection, ou de commander un taxi sans les mains grâce à la reconnaissance vocale. Bref, l'intelligence artificielle est partout, mais attention, elle n'empêche pas encore l'erreur humaine.
Intelligence artificielle et cybersécurité, levier de croissance ou menace pour les entreprises. C'est notre thème pour cette 13e édition d'Orange Business Live. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et nous venons de suivre une courte vidéo qui nous expliquait ce qu'est l'intelligence artificielle de manière très simple. On a présenté tout à l'heure les biographies de nos panélistes et vous pouvez les retrouver sur la plateforme On24 dans la rubrique Parcours de l'intervenant. Alors Didier, la première question est pour toi. On a vu dans la vidéo tout à l'heure que l'intelligence artificielle est un concept qui existe depuis les années 50. Comment expliquer ce boom, le boom de ces dernières années? Merci Eunice pour cette question. Posons-nous la question d'abord de savoir ce que c'est que l'intelligence. Quand on dit quelqu'un intelligent, ça veut dire quoi? L'intelligence, il faut dissocier l'intelligence de la compétence. L'intelligence, de façon basique, c'est la capacité humaine de traiter des cas non usuels. C'est ton efficacité, ta capacité, ton efficacité à régler les problèmes non usuels. C'est là où on mesure ton intelligence. Ce n'est pas régler les problèmes usuels, non. On dit quelqu'un intelligent lorsque on lui propose un cas, et puis qui n'est pas habituel, il a une certaine capacité à traiter ce cas en un laps de temps court et à s'adapter. C'est ta capacité d'adaptation aux situations nouvelles qui définit l'intelligence humaine. Pourquoi l'intelligence artificielle qui date de 1956 a eu un boom? C'est simple. C'est dû à ces facteurs suivants. Un, c'est le développement de l'Internet et des réseaux sociaux avec la masse de données générées. C'est déjà parce que l'intelligence artificielle, c'est comme notre intelligence, hein, c'est à partir des données que nous avons, que notre cerveau analyse à partir des neurones pour donner des résultats. C'est la même chose. L'intelligence artificielle est basée sur d'abord, sur la masse de données qui est collectée. Et cette masse de données est collectée par le développement des technologies autour de la big data, des réseaux sociaux et des stockages dans le cloud. Le cloud, avec les puissances de traitement, de stockage d'abord de données et les puissances de traitement de machines, favorise l'analyse des données qui permettent, à partir de logiciels qu'on appelle du machine learning, d'apprentissage automatique, avec un langage naturel, ce qui permet de donner ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, les facteurs de développement de l'intelligence artificielle, d'abord un développement des données avec les réseaux sociaux, l'Internet, qui génère une masse de données, qui est stockée dans des clouds, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des capacités de stockage élevées. Il y a aussi la puissance de calcul des machines, avec le développement de grosses machines, et ce sont ces facteurs-là. Et puis, bon, comme je l'ai dit, hein, des nouveaux langages de programmation. Parce que dans l'informatique traditionnelle, parce que le résultat est connu. C'est un algorithme. Quand tu écris un programme informatique normal, tu te dis, bon, tu rentres telle donnée, voici tel résultat qu'il va donner. Maintenant, dans le cas de l'intelligence artificielle, là, les algorithmes qui sont donnés, le résultat n'est pas prévisible. Le langage est fait qu'à partir des données générées, il y a une analyse qui est faite par des machines qui peuvent donner, en fonction des options, comme notre cerveau humain prédit un résultat qui n'est pas prédéfini à l'avance. Voilà un peu pour moi les facteurs qui ont favorisé ces dernières années le développement de l'intelligence artificielle. Et puis bon, il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Hein. Oui, justement, comment expliquer ce boom ces derniers mois avec l'arrivée de ChatGPT? Je pense que ça date de novembre-décembre 2022 seulement, pour un concept qui existe depuis les années 1950. Comment expliquer cette accélération qu'on a connue ces derniers mois? C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux existent depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Comment expliquer l'accélération qu'on est en train de connaître? Dans la technologie, il y a deux phases. Il y a la phase de recherche fondamentale. La recherche fondamentale se limite à des laboratoires. Maintenant, un concept prend lorsqu'il est vulgarisé, il est ouvert au public par ce qu'on appelle la recherche appliquée. C'est l'application de ces technologies à l'usage humain qui font la vulgarisation. C'est parce que ces derniers temps, avec ChatGPT, on a vulgarisé l'usage dans nos vies quotidiennes de l'intelligence artificielle. C'est tout. Quand vous voyez l'Internet a été créé dans les années 48, 50, avec le réseau ARPANET, etc., mais c'était un réseau militaire, fermé. Mais dès que, dans les années, avec le protocole TCP/IP, dans les années 90, lorsque c'est passé d'un réseau militaire à un réseau universitaire, et ça a été ouvert au grand public à partir des années, fin des années 80, 90,
En 1995, ça a pris parce que c'était ouvert au grand public. D'accord. Il y a eu certaines maturités. Donc, dans la recherche, il y a deux phases. Il y a une phase d'abord qu'on appelle recherche fondamentale où on essaie d'expérimenter en laboratoire, on mature la recherche et après, on regarde son application au grand public et on généralise. C'est cette phase-là dans le processus de recherche qui est suivi qui permet maintenant de généraliser les technologies lorsqu'elles arrivent à une maturité. L'intelligence artificielle aujourd'hui est rentrée dans sa phase applicative, avec des use cases qui répondent aux besoins des populations dans les différents secteurs d'activité, ce qui a donné la généralisation. Parce que si on te donne l'intelligence artificielle, tu ne sais pas ce que faire avec, je ne sais pas, mais il fallait maturer ça, il fallait construire des modèles et ces modèles-là mettre à disposition pour répondre aux attentes des populations. Donc, quand une population reçoit une technologie qui répond à ses attentes, elle se développe, elle se généralise. C'est tout. ChatGPT a été, c'est pas ChatGPT, il y a plusieurs technologies. C'est GPT-4. GPT-4 qui est la technologie qui a été développée par l'OpenAI aux États-Unis, qui est un open source, qui a permis de généraliser ce code et qui a permis à plusieurs développeurs de s'appuyer sur ce code-là à partir de GPT-3 à GPT-4 pour développer des use cases qui sont appliqués dans différents secteurs d'activité de la vie. Voiture autonome, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale et dans différents domaines d'activité. Voici ce que je peux dire en entrée sur l'intelligence artificielle. Merci Didier. Donc derrière, il y a eu des investissements qui ont été effectués, une volonté aussi de vulgariser, de généraliser pour le grand public. Oui. Et c'est ce qui explique ces dernières avancées qu'on connaît sur l'intelligence artificielle. Justement, parlant donc de cette révolution qui est en marche, hein, on va se tourner du côté d'Hubert au Burkina. Comment est-ce que l'IA aujourd'hui modifie le quotidien des particuliers, le quotidien des entreprises? Est-ce qu'on peut avoir des exemples, des cas pratiques, voir comment est-ce que l'IA se vit aujourd'hui dans le quotidien des entreprises et des particuliers? Allô Hubert, tu nous entends? Voilà, donc merci beaucoup Eunice pour la question, merci à tous, bonjour. Alors donc, il est clair, hein, aujourd'hui l'IA modifie effectivement le quotidien en automatisant, si vous voulez, l'ensemble de nos tâches, en personnalisant nos expériences et en nous fournissant une forme d'assistance virtuelle pour nous aider effectivement à la prise de décision. Je vais juste prendre deux exemples concrets. Le premier, c'est dans le domaine des entreprises et notamment dans notre industrie. Vous savez tous que la question de l'identification de la base des abonnés, donc du KYC, est un sujet majeur, donc qui répond à un processus complètement rigoureux entre l'identification et donner l'accès au réseau à l'abonné. Il y a ce qu'on appelle la phase de validation. Donc, il faut dire que cette phase de validation, c'est du travail précédemment qui était vraiment fait avec de l'humain. Hein. Donc, ça prend entre 3 et 5 minutes pour valider, si vous voulez, un abonnement dans les règles de l'art. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est d'introduire le RPA, qui est le Robotic Process Automation, qui permet simplement, basé sur l'IA, permet d'automatiser cette validation-là. À titre d'exemple, donc, je vous disais que ça prend 3-5 minutes pour un humain. Avec le robot, c'est 20 secondes. Donc, nous sommes dans un rapport d'efficacité de 1 à 15. Donc, voyez-vous, donc ça, c'est quelque chose qui est assez marquant. Et d'une manière générale, dans nos back-office, au-delà de la question de l'identification, sur la facturation, sur la gestion des stocks, on peut effectivement utiliser, l'IA peut aider à accélérer justement nos process. Le deuxième élément, le deuxième exemple que je donnerais, Didier en a parlé, évoqué juste un mot, mais c'est clair, c'est la reconnaissance faciale. Nous sommes tous porteurs aujourd'hui de smartphones qui verrouillent ou nous donnent l'accès au téléphone. Donc, il faut bien comprendre que ce système, cette solution est basée sur cette intelligence artificielle-là. Et d'une manière générale, vous avez accès aujourd'hui à certains bâtiments, il faut de la reconnaissance faciale. Donc, voilà en gros, si vous voulez, deux exemples bien concrets, bien précis
de ce que l'IA permet de faire aujourd'hui et rentrer dans nos vies, d'ailleurs sans qu'on se rende vraiment compte tous les jours. Merci Hubert. Donc on voit que c'est un véritable levier de productivité, hein, d'efficacité pour les entreprises. Et puis aussi que l'IA nous simplifie le quotidien juste avec la reconnaissance faciale. Plus besoin de rentrer son code chaque fois qu'on veut déverrouiller son téléphone. Steve, on va s'intéresser un peu plus spécifiquement au cas de la 5G. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans le contexte de la 5G? Merci Eunice. C'est une question vraiment très intéressante. Il faut savoir que la 5G et l'intelligence artificielle sont vraiment, je dirais presque les deux faces d'une même pièce. L'Union internationale des télécommunications disait que la 5G et l'intelligence artificielle sont deux facteurs qui permettent de faire passer une société d'un niveau lambda à un niveau de société intelligente. Pour mentionner l'intelligence à laquelle Didier faisait référence tantôt. Donc, qu'est-ce que l'intelligence, la 5G? Il faut comprendre ce que c'est que la 5G. La 5G, c'est une norme de réseau mobile qui va permettre des transmissions de données importantes à une vitesse très élevée avec un temps de latence le plus réduit possible. Et donc, quand on a dit cela... Temps de latence, c'est-à-dire avec des durées très courtes. Avec des durées extrêmement courtes, exactement. Et donc, cette performance n'est pas simplement une question de fréquence, mais ça va être aussi une question d'allocation de ressources. On est dans des réseaux qui sont beaucoup virtuels. Et donc, cette virtualisation va demander à ce que, à un moment donné, l'intelligence artificielle intervient pour allouer des ressources à des usages spécifiques ou à d'autres usages spécifiques. De façon très simple, on peut dire par exemple que s'il y a un cas de congestion sur les réseaux et qu'on est dans une crise et qu'on a besoin d'allouer des ressources, réseaux plus importantes peut-être à la présidence, peut-être à l'armée, l'intelligence artificielle est capable d'analyser et d'allouer les bonnes ressources réseau à l'usage correspondant. D'accord. On peut même aller plus loin. Lorsque la 5G permet des cas d'usage d'intervention médicale à distance. Et quand on fait cette intervention médicale, le temps de latence est quelque chose de très important. On n'a pas envie que la connexion soit interrompue alors qu'on est en train de faire une intervention médicale à distance, on est en train de faire un diagnostic à distance. De la chirurgie aussi à distance? De la chirurgie à distance. Okay. Et donc, l'intelligence artificielle va vous permettre d'allouer les bonnes ressources réseau à ce moment donné pour que l'intervention ne soit pas interrompue. Donc, il y a une question de management des ressources du réseau, puisqu'on est dans des réseaux dont la charge matérielle est de plus en plus faible et on est dans des réseaux très virtualisés. Donc, une meilleure allocation des ressources du réseau, d'une part. Mais l'autre élément aussi qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux capacités d'analyse de l'intelligence artificielle et donc de prédiction, on a parlé tout à l'heure de machine learning, on peut permettre au réseau de pouvoir anticiper tout ce qui est maintenance. Et donc de pouvoir être beaucoup plus efficient dans la gestion des réseaux. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à la 5G, grâce aux capacités de traitement de données importantes, de captation de données importantes et de traitement que permettent la 5G, les réseaux deviennent de plus en plus efficients. D'accord. Donc on a des réseaux qui sont de plus en plus intelligents. Des réseaux de plus en plus intelligents et donc des sociétés de plus en plus intelligentes. Donc quand on parle de société, c'est une compagnie, mais c'est aussi des collectivités qui sont beaucoup plus intelligentes grâce à des use cases qui sont très diversifiés. Très bien, ok. Et comment la 5G peut accélérer le déploiement de l'IA dans les entreprises? Comment est-ce qu'elle peut permettre d'accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle dans les entreprises? Et quels sont en même temps les avantages et les défis potentiels de cette synergie entre 5G et intelligence artificielle? C'est une très bonne question. La 5G est vraiment le réseau qui va permettre de répondre aux besoins futurs de l'humanité. Il faut vraiment comprendre ça. Tout à l'heure, on a parlé, et la 5G repose sur trois paradigmes qui sont très importants. Le premier paradigme, c'est celui du débit, qui est un débit qui est multiplié quasiment par 5. Donc, je prends l'exemple, lorsque on avait la 4G,
les usages que nous connaissons, tels que le téléchargement de films, le streaming, etc., on pouvait télécharger un film de 4 gigas à peu près en 3 minutes. Avec la 5G, ça se passe en 15 secondes. Donc, on a une vitesse de téléchargement beaucoup plus importante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, tout à l'heure, on a mentionné le temps de latence, c'est-à-dire la vitesse de réaction. Donc, lorsque vous êtes en train, par exemple, de regarder un film, parfois, vous avez une interruption. Ça se cristallise, etc. Vous n'avez plus ces interruptions avec la 5G. Le dernier élément de la 5G, c'est la bande passante. La bande passante qui permet qui permet à beaucoup d'objets d'être connectés, beaucoup d'éléments d'être connectés simultanément sur le même canal. Donc ce sont un peu les 3 paradigmes de la 5G qui permettent cette exécution rapide de tâches. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle repose justement sur la capacité à collecter énormément de données aux machines. Donc, tout à l'heure, Didier a mentionné le machine learning, l'apprentissage machine. Donc, cette capacité de collecter énormément de données est rendue encore plus possible et plus accélérée grâce à la 5G. Et en faisant ça, donc, la 5G va permettre, avec l'IA, de créer, on va dire, un écosystème vertueux de connexion entre les hommes, entre les objets, entre les transports, entre les applications. Quand tu parles d'objets, à quoi est-ce qu'on peut penser concrètement? Des objets connectés, parfois, on parle la domotique par exemple avec les caméras, avec même parfois on a même aujourd'hui des réfrigérateurs connectés, avec des ordinateurs, etc. Donc c'est tout un ensemble d'objets, la machine à café, tout un ensemble d'objets domestiques qui vont être connectés et dont les données, dont les informations sont remontées en temps réel vers des machines qui ont des capacités de calcul très importantes. Donc on a un écosystème vertueux de prise de décision, d'amélioration de la performance, etc. Donc les cas d'usage sont nombreux, dans le transport, dans les véhicules connectés, dans l'agriculture connectée. Donc demain, grâce à cette connexion entre la 5G et l'intelligence artificielle, on va déployer de plus en plus de cas d'usage. Et les connexions filaires ne permettent pas ce développement à accélérer. Parce que c'est contraignant, effectivement. Parce que c'est extrêmement contraignant, alors que les débits et le temps de latence qu'on a avec la 5G sont beaucoup plus importants. L'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est la fiabilité des données. Donc on a parlé de données transmises rapidement pour permettre à ces objets connectés d'interagir, mais il y a une marge d'erreur souvent. Avec la 4G, la marge d'erreur dans la transmission de données était plus importante. Grâce à la 5G, cette marge d'erreur est complètement réduite. Donc on a une fiabilité qui évite les erreurs. Et donc c'est un peu cela qui va permettre aux entreprises de maximiser donc, les bienfaits de l'intelligence artificielle dans tout ce qui va être application concrète. Je prends une application par exemple à laquelle on ne pense pas souvent. Regardez, lorsque vous sortez de boîte de nuit, pour ceux qui traînent dans les rues, et vous arrivez au carrefour de l'école de police, il y a un feu, il y a 2 feux là, à 2h, 3h du matin, il n'y a personne. Mais vous êtes obligé, si vous êtes un bon citoyen, d'attendre à ce feu tricolore que le feu passe au vert. Donc, la 5G et l'intelligence artificielle combinées doivent pouvoir permettre, en mettant des capteurs à tous ces endroits, de pouvoir analyser le trafic, de pouvoir analyser les conditions de trafic, et au lieu d'avoir un feu qui dure 45 secondes de façon immuable, un feu qui dure 5 secondes à un moment donné de la journée, et donc permettre aux usagers d'être beaucoup plus efficaces. On peut parler de cas d'usage tellement nombreux. Quand on prend l'électricité aujourd'hui, est-ce qu'en connectant des capteurs sur les appareils électriques, des compteurs à la maison, on ne peut pas avoir des alertes qui vous disent au milieu du mois, votre facture est en train de dépasser votre seuil moyen depuis 3 mois. Et à ce moment, à vous de vous organiser pour réduire votre consommation. Donc ça, la connexion entre l'intelligence artificielle et la 5G permet de tels cas d'usage. En tout cas, on a hâte. On a hâte. Mam, c'est vrai qu'on vient de voir un peu tous les avantages que l'intelligence artificielle peut avoir dans le quotidien des particuliers, les avantages aussi pour les entreprises. Quels sont les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle ?
Merci Eunice. Alors, on a beaucoup parlé de productivité, on a beaucoup parlé d'innovation, mais ça vient avec son lot d'inconvénients et de risques. L'un des premiers risques, en fait, c'est les pertes d'emploi, parce qu'on a parlé de productivité, de gains, par rapport à tout ce qui est automatisation de tâches complètes ou lourdes. Donc, comme on l'a vécu avec la transformation digitale, il y a des emplois, plus des métiers qui ne seront plus là, mais il y aura de nouveaux métiers. Donc, pareil pour l'IA, malheureusement. Certaines tâches seront de plus en plus automatisées. Et donc, et quand on prend, et dans certaines entreprises, aujourd'hui, sur les activités d'inventaire et de stock, elles ont des drones qui peuvent faire, en fait, et des inventaires et de stock 12 fois plus vite que les humains. Donc là, on a vraiment, en fait, de la valeur qui est apportée par l'IA. Certains cabinets estiment à une perte d'emploi autour de 300 millions d'ici quelques années. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est tout ce qui est manipulation des masses. Je pense que vous avez tous vu des deepfakes. On a vu Obama et sur certaines photos, on a vu le pape François et autres. Donc ça va être de plus en plus compliqué de différencier le réel de l'irréel, le vrai du faux. Et malheureusement, ça pourrait être en fait détourné à des fins malveillantes, donc à suivre. Le troisième risque concerne plus les aspects de défense en termes de géopolitique. Donc aujourd'hui, il y a il y a une bataille en fait qui se crée entre les États. Et pour capitaliser sur l'IA, mais dans le domaine et de tout ce qui est armement. Donc la course à l'armement mondial. On a des soldats qui interviennent sur des terrains, mais qui ont en fait cette morale, une certaine éthique, et pour savoir quand engager une guerre ou quand engager et des tirs ou des bombardements. Actuellement, ils sont en train de créer des robots tueurs qui peuvent agir sans la validation des humains. Donc derrière, ça pose réellement en fait et de grosses craintes par rapport à des robots qu'on amène certes sur des terrains à risque, mais à qui on donne quand même cette capacité de tirer ou de bombarder sans que les hommes soient derrière et pour analyser et pour réellement voir et dire est-ce que c'est effectivement possible d'engager. Donc, il faudra qu'on puisse encadrer tout ça. Et le dernier risque qui concerne plus notre thème aujourd'hui, c'est tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Je pense que Didier l'a dit, Hubert aussi, Steve avec sa vision 5G. Donc, on aura beaucoup de données qui vont circuler. Mais il faut savoir qu'une intelligence artificielle, pour qu'elle soit vraiment efficace, il lui faut cette masse de données. Et derrière, plus les créateurs de ces IA ont des données assez précises et assez fines des clients que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, et plus ça leur permet en fait de connaître le client. Mais au risque d'exposer les données personnelles, voilà. Et donc, ils sont prêts à capter chaque clic, chaque information. Une personne qui surfe sur Internet, ils doivent tout capter pour réellement après créer de la valeur et vraiment apporter cette vision d'innovation qu'on demande tous, dans un sens. Waouh! Voilà. Merci, Mam, ça donne des sueurs froides. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on parlait de RPA, on parlait de digitalisation, on pensait plus à toutes les activités répétitives. Exactement. Et on se disait qu'on aurait quand même besoin de l'humain pour tout ce qui relève de l'analyse, de la réflexion, de la créativité. Et aujourd'hui,
l'IA est en train aussi de conquérir ces domaines-là. Donc, comme tu le disais, des robots qui sont capables de réfléchir et de prendre des décisions pour déclencher des guerres. Et puis même au niveau des métiers aussi, avant c'était les métiers qui effectuaient des tâches répétitives. Demain, même les métiers d'analyste peuvent être aussi touchés. C'est vrai que ça peut donner quelques sueurs froides, mais heureusement qu'on est là pour parler aussi de cybersécurité, de parler aussi de réponses pour pouvoir atténuer, mitiger ces risques-là. Steve, est-ce qu'il y a des risques qui sont inhérents à la 5G? Oui. Oui, donc MAM a abordé le sujet des risques de cybersécurité. Hein. Donc la 5G, c'est un réseau mobile. Donc à partir de ce moment, on est sur des systèmes virtuels. Et donc lorsque il y a une faille de sécurité à un bout du réseau, donc tous ces objets connectés sont potentiellement des sources d'insécurité pour un système central de traitement. Donc, il y a une multiplication. La 5G va constituer en tout cas un facteur de multiplication de risques beaucoup plus important. Et donc, va demander à ce que les systèmes soient bâtis vraiment avec la protection, comme dit InDesign, pensés avec la protection dès le départ. Donc, ça, c'est un des risques les plus importants liés à la 5G. L'autre élément, ce n'est pas tellement le risque informatique, je veux dire, mais c'est vraiment le risque sociétal dans son ensemble. L'Union des télécommunications estime que la 5G et l'intelligence artificielle devraient permettre quelque part d'atteindre les objectifs du développement durable, les objectifs pour les ODD, etc., les OMD, etc. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi que la 5G est une technologie qui est extrêmement coûteuse. Donc dans son déploiement, aujourd'hui, en Europe, on parle à peu près de 300 milliards de dollars du coût du déploiement de la 5G. Ce sont des sommes folles. Dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe. Okay. Voilà, ce sont des sommes folles. On est dans ces eaux-là à peu près aussi aux États-Unis, etc. Donc, et beaucoup de pays, donc on va dire de pays moins avancés, ne peuvent pas forcément se permettre ces investissements. Or, on parle de société du futur. Plus on va avancer, plus ça va devenir la norme. Donc, de pouvoir allier la 5G, l'intelligence artificielle pour améliorer nos façons de travailler. Quid donc des pays les moins avancés qui n'ont pas ces capacités d'investissement? Donc, on parle là d'augmentation de la fracture numérique. Donc, il y a un risque. Il y a un risque d'augmentation de la fracture numérique qui est très clair. Donc, autant on parle d'amélioration des indicateurs de développement durable, autant il y a là un risque d'augmentation de la fracture numérique pour les pays les moins avancés. Donc, il faut trouver les moyens de collaborer avec ces pays dits avancés pour qu'il y ait une vraie démocratisation de l'intelligence artificielle et en s'appuyant sur la 5G. Merci Steve. Il y a Didier qui voulait intervenir. En complément, je vais parler de la 5G, de la cybersécurité. Quand on parle de la 5G, de l'intelligence artificielle, on parle de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est quoi? C'est l'automatisation à outrance à partir des technologies 5G, des objets connectés, de toute la chaîne de production dans les entreprises, dans les usines. Et c'est ça qui est à l'origine avec la 5G. Si vous avez entendu les blocus des Américains, des Occidentaux, à ce que les technologies 5G chinoises soient introduites en Europe, c'est ça, hein, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de la cybersécurité, du vol industriel. Parce que si vous acceptez d'implémenter une technologie 5G dans votre industrie, ça veut dire que vous ouvrez une porte dérobée peut-être aux Chinois de voler votre technologie. Raison pour laquelle, aux États-Unis, c'est interdit d'utiliser les assets chinois dans les réseaux. Pour la réseau, c'est les réseaux 5G. Donc la 5G même et l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça produit, est un gros risque, amène un gros risque sécuritaire et technologique pour les États en termes de protection de leurs brevets d'invention, de leur technologie. Raison pour laquelle en Europe, tu ne verras aucune technologie chinoise 5G. Voilà, contrairement à la technologie 2G, 3G, 4G, la 5G va plus loin. Elle intègre les usines, les outils de production. Donc, on sait que quand tu rentres dans un système,
c'est plus facile de voler la technologie et raison pour laquelle il y a ce blocus. Donc, avec la 5G, ça se pose avec beaucoup plus d'acuité. Voilà. Si vous avez entendu parler récemment de non, les Chinois, on ne veut pas les réseaux 5G chinois en Europe et aux États-Unis, c'est ça. C'est la bataille technologique, voilà, la cybersécurité. En tout cas, les enjeux sont très importants. Merci Didier pour cette contribution. On parlait tout à l'heure de pays moins avancés. On parlait de risque de fracture numérique parce que justement, certains pays n'ont pas les moyens de réaliser tous les investissements. On a parlé aussi du risque des risques de cybersécurité. Mam, quelles sont les principales vulnérabilités en matière de cybersécurité auxquelles les pays africains sont confrontés et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour les atténuer? En termes de vulnérabilité, on va prendre les plus basiques, on va dire. Les systèmes qui ne sont pas à jour. Donc, et quand je dis système, et ça peut être chez toi, sur ton poste de travail ou dans une entreprise, en fait. Donc là, c'est la première porte, c'est une des portes les plus faciles pour des hackers, en fait, et pour prendre en possession et un accès. Les logiciels, c'est ça, les applications, voilà, les logiciels qui ne sont pas à jour. Voilà, et que ça soit sur ton téléphone, des applications que tu ne mets pas à jour ou sur ton PC et autres, enfin c'est pareil. Et la deuxième vulnérabilité, la plus courante, c'est la faiblesse des mots de passe. Parce qu'un mot de passe, c'est comme si... c'est comme une clé en fait. Donc une personne qui sort dans la rue et qui donne la clé de sa maison à quelqu'un, il se met en danger. Donc et c'est vraiment les deux vulnérabilités, principales. Hein, et il y en a encore. Mais derrière, si on reste sur le domaine de l'IA, en termes de solutions, aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de solutions cyber et qui s'appuient sur cette IA-là. Parce que globalement, quand on prend l'IA aujourd'hui, on note 3 caractéristiques. On a parlé du traitement massif de données. On a parlé d'automatisation. Mais, et le troisième caractéristique qui est clé pour les acteurs de la cyber, c'est tout ce qui est profilage. Donc, capacité d'une IA à pouvoir faire du profilage. Dans le sens où, donc, nous, en tant que responsable de la cyber, on est capable, en fait, de savoir les comportements normaux de nos systèmes et de nos réseaux. Grâce à l'IA et avec toute la masse de données qu'on collecte, et certaines tâches et qu'on peut faire plus rapidement que les humains, en fait, on sera en capacité de détecter rapidement voilà et les comportements que j'ai estimés normaux. Par contre, là, l'IA me sort 2-3 comportements ou 2-3 activités qui sont anormales dans mon réseau. Et là, en fait, en termes de capacité de défense et de détection, on sera plus à même, par exemple, de savoir, on voit le compte de Eunice qui s'est connecté, qui avait un mot de passe faible, qui s'est connecté, mais qui essaye d'accéder à des zones qu'elle ne devrait pas. Et là, directement, en fait, à travers le profilage, on saura rapidement réagir et puis voir comment, en fait, contenir cet éventuel, risque-là. Donc, entre autres. Et puis, je pense qu'il y a quelques semaines, on a eu, et les interventions de nos collègues d'Orange Cyberdéfense qui proposent à nos clients B2B une solution micro-SOC. Donc, il faut savoir que derrière cette solution micro-SOC, c'est de l'IA. Okay. Voilà. Donc, on est en capacité, en fait, de prédire des attaques, faire, en fait, et ce profilage super fin, client par client, par rapport à des contextes ou des secteurs, que ça soit en banque et que ça soit en finance ou autre. Donc, vraiment, en fait, en termes de solutions aujourd'hui,
si on se focalise sur l'IA, on a vraiment de la valeur que nous apporte l'IA par rapport à des solutions de défense. Mais tout autant on en profite pour se défendre, il y en a d'autres aussi et qui capitalisent là-dessus et pour nous attaquer. Tout à fait. Tout à fait. Hubert, si tu nous entends, effectivement, Mam m'a donné tout à l'heure quelques pistes, quelques manières dont on peut utiliser l'IA pour se protéger. Est-ce que tu vois d'autres mesures qu'on pourrait prendre avec l'IA pour aider les entreprises à renforcer leur sécurité et faire face aux menaces croissantes? Oui, effectivement, Maman est rentré dans les détails vraiment techniques. Hein. Je pense qu'il faut le résumer en parlant de prévention et de détection automatisée, parce que les menaces sont de plus en plus fréquentes et elles sont sophistiquées. Donc, l'IA permet effectivement de travailler là-dessus, notamment sur tout ce qui est prévention des menaces. On peut, à partir de ce qui a appris des données historiques qui sont enregistrées dans les machines, prévoir où et quand une attaque peut intervenir. Donc, elle l'a bien expliqué. En ce moment-là, des dispositions peuvent être prises. Donc, je ne voudrais pas vraiment insister là-dessus, mais c'est clairement ça. L'IA, aujourd'hui, peut aider à la cybersécurité. Il faut une vraie stratégie, une stratégie qui va être mise avec beaucoup de soin pour effectivement permettre aux entreprises de pouvoir prévenir les menaces, mais qui sont toujours réelles. Voilà. Merci Hubert. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des efforts qui sont déployés par le Burkina Faso en matière d'adoption de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité? Oui, tout à fait. Le Burkina, il faut dire que le Burkina a adopté en 2019, donc en janvier 2019, une stratégie nationale sur la cybersécurité avec cette ambition très claire qui est de définir, de créer ce qu'ils appellent un cyberespace de confiance favorable au développement socio-économique. Voilà. Donc, on voit bien que par là, l'IA va au-delà de la cybersécurité. Ça concerne aussi toutes les verticales comme la santé, l'éducation, l'agriculture. Donc, et la sécurité d'ailleurs, qui est un sujet majeur aujourd'hui au Burkina. Donc, on pense qu'avec tout ce qui a été dit déjà sur l'intelligence artificielle et sa force en termes d'analyse d'informations, dans un domaine par exemple comme la sécurité, je suis sûr que les autorités y travaillent très très fort. L'IA peut permettre, n'est-ce pas, de pouvoir améliorer les capacités de surveillance et de prévention de la sécurité en analysant les données de renseignement, par exemple, en détectant les schémas de comportement suspects, en identifiant les menaces potentielles et en renforçant toute la sécurité des infrastructures de l'État. Donc, il y a un plan, il y a une stratégie qui est en train d'être mise en œuvre, difficilement quand même, il faut le dire, parce que le dernier rapport Cybermap, qui date d'ailleurs du mois de juin, ce mois-là, fait passer le Burkina de la 71e à la 61e place des pays les plus attaqués au monde. Donc, vous voyez bien que le travail est encore le travail est là, il y a beaucoup de défis à relever et donc je suis sûr que les autorités au niveau État feront le nécessaire. Les entreprises aussi ne sont pas en règle. Je pense que les entreprises vont beaucoup plus vite parce que bon, il y a plus de souplesse dans leur capacité d'analyse et de décision. Merci. Voilà ce que je voulais dire un peu sur le Burkina. Donc, en résumé, il y a une vraie stratégie sur la cybersécurité. Par contre, l'IA va rentrer petit à petit dans cette stratégie-là. Merci Hubert pour cette contribution. Didier, on a vu comment l'IA peut aider à renforcer la cybersécurité, mais est-ce que l'IA n'est pas
une arme à double tranchant dans le domaine de la cybersécurité. Quels sont les potentiels risques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité? Mam l'a expliqué plus ou moins. Toute technologie a double tranchant. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Même la voiture que vous conduisez, quand elle est mal utilisée, elle peut conduire à des accidents. Donc, chaque révolution technologique apporte ses avantages et ses inconvénients. C'est ce qu'il faut noter clairement. C'est pour cela, même quand vous regardez l'histoire du monde, vous allez voir que la création de nouveaux espaces, de nouveaux territoires pour les pays a été guidée par toute une révolution industrielle. Avant, c'était quoi? C'était l'armée de terre, ce qui a défini nos frontières, tu vois. Donc, dans l'ancien temps, c'était beaucoup plus, les gens avaient plus une armée terrestre, de fantassins qui combattaient. Après, maintenant, et donc on a des frontières terrestres. Avec l'évolution des technologies, lorsqu'on a créé des bateaux, on s'est rendu compte que les gens pouvaient nous attaquer maintenant de la mer. Donc on a créé une armée pour protéger notre territoire maritime. Et après, l'avion, c'est l'espace. Donc on a créé une armée pour défendre notre espace aérien. Ainsi de suite, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on a le cyberespace, qui est un espace virtuel, mais lui, contrairement à un espace physique, il est virtuel et l'attaque peut venir de partout. Donc, on est dans un écosystème. Aussi pour défendre cet espace virtuel. Oui, il faut défendre cet espace virtuel. Mais la complexité, c'est que ce n'est pas un espace physique. Et où tu sais bon, que quelqu'un va t'attaquer à ta frontière. Non. Le gars qui t'attaque, il peut être en Chine et puis il t'attaque. Donc, la menace est globale. Et la réponse doit être globale. Un seul pays ne peut pas se lever pour dire je barricade. Non. Parce que c'est une coopération internationale. Donc, l'intelligence artificielle vient aussi avec tout ce qu'on vous a dit, avec ses risques. Mam en a parlé tout à l'heure. Il y a le darknet. Donc, tout ce qui est... il y a un usage positif de l'intelligence artificielle, mais de plus en plus, il y a des usages qui peuvent être détournés. Tous ces outils qui sont développés, s'ils tombent dans des mains de personnes mal intentionnées, peuvent être utilisés pour être une menace pour nos États, pour nos entreprises et pour toutes nos organisations. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voyez les grands débats qui ont lieu ces derniers temps, Elon Musk, beaucoup de personnes appellent à la régulation de l'IA. Ça se pose maintenant, il faut réguler l'IA. Elon Musk même a demandé qu'on arrête pendant 6 mois, parce que ça va tellement vite. La non-maîtrise des technologies peut amener à des désastres. Regardez les montages qu'on fait. Parce qu'on te dit, bon, les outils comme de cybersécurité, c'est quoi? Je prends, c'est une masse de données que j'analyse, j'étudie le comportement du cyberattaquant pour bloquer la menace. Mais en même temps, je peux étudier aussi le comportement de l'usager pour créer une menace. Tu vois? Parce qu'en attaque, dans une technique d'attaque, là, c'est simple. Hein? Il y a, la première étape, c'est la collecte d'informations. Or, l'IA te permet de collecter l'information. Parce qu'on ne se lève pas pour attaquer quelqu'un comme ça. Hein? Même quand tu veux te battre avec quelqu'un, tu te renseignes sur lui. Est-ce que je peux le frapper? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? C'est comme le voleur, le braqueur, pour venir braquer là, il s'informe. Il infiltre votre réseau pour avoir le plus d'informations. C'est comme ça, toute guerre, tout combat est mené. Première phase, c'est la phase de collecte. Après la phase de collecte, il y a la phase d'analyse de l'information qu'on a collectée pour voir quelles sont les failles qu'on peut exploiter et quels sont les mécanismes, la stratégie qu'on met en place pour attaquer, pour vaincre l'adversaire. Donc, l'IA aussi te permet aussi d'avoir des informations sur les comportements de l'usager et pour préparer ton attaque, d'analyser les failles qu'il a. Donc, voici un peu le revers de la médaille. C'est qu'en même temps que c'est un puissant outil qui permet de développer beaucoup de choses, c'est un puissant outil aussi pour les criminels, pour pouvoir nous vaincre. S'il est détourné, on a parlé tout à l'heure des robots militaires. Parce qu'à un moment donné, on peut perdre le contrôle. Contrairement au cerveau humain, c'est une personne qui réfléchit, mais l'IA, c'est comme si on collectait plusieurs cerveaux qui réfléchissent en un laps de temps. Hein. La différence entre l'humain et l'intelligence artificielle vient du domaine du fait que, en même temps, toi où tu réfléchis, tu as 10 minutes pour réfléchir, lui, c'est comme si c'était des milliers de cerveaux qui réfléchissaient en 1 minute. Donc la capacité de réponse est plus, le temps de réponse est plus court que si c'était un homme qui réagissait. Donc c'est la prochaine menace auquel nous sommes exposés. C'est un vrai danger. Il faut réguler l'IA. Il faut mettre en place des mécanismes de protection de son utilisation, sinon ça peut déraper.
surtout dans les usages criminels. Voilà. Et justement, par rapport à cela, quels sont les défis, hein, Mam, quels sont les défis à relever pour garantir la confidentialité et la protection des données, hein, la transparence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en cybersécurité? Quels sont les défis à relever pour garantir cette confiance-là, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel? Ouais. Sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'aujourd'hui, c'est mondial. Il y a cette course à tout ce qui est innovation. Donc, il y a un jeu de positionnement entre l'Europe, les US et la Chine. Bon, l'Afrique est quelque part, mais par rapport à la protection des données à caractère personnel, pour moi, j'y crois pas. Il y a des initiatives, surtout l'Europe, qui essayent de réguler, mais le risque qu'ils ont, c'est qu'en voulant le faire, en voulant traiter des données anonymes, ils vont se faire dépasser par la Chine et les US. Ok. Voilà. C'est à double tranchant, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, comment réguler sans réellement, en fait, toucher ou exploiter des données personnelles? C'est un vrai défi. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à le prendre? Je ne sais pas. Mais clairement, aujourd'hui, les créateurs de l'IA ont besoin d'accéder à des données personnelles, ont besoin de traiter des données personnelles pour apporter de la valeur, apporter un peu plus de business et tout ce qui est innovation aux clients. Mais on peut quand même les anonymiser avant de les traiter. Ça... Non, je ne sais pas s'il y a un marketeur dans la place, mais il y a ce besoin et les KYC. Ils ont besoin de connaître, et le client, ils ont besoin de connaître quelles sont les habitudes de Nice. Ils ont besoin de pouvoir offrir d'offrir à chacun d'entre nous et des offres différenciées qui correspondent à nos comportements sur les réseaux. Et ça, ils peuvent difficilement le faire avec des données anonymes. Ils peuvent, mais ils seront limités. Et quand on voit qu'aux US, il y a des réglementations, mais assez floues, en Chine, on est complètement aveugle et tout ça, ils risquent de se faire dépasser. L'Afrique, oui, mais bon, on a encore du boulot, c'est ça. On a encore du boulot. Mais clairement, on peut tenter de réguler, mais surtout voir avec les différents acteurs et de protéger à la source quand même l'accès à ces données personnelles-là et que ces créateurs-là ne puissent pas demain être attaqués par des personnes malveillantes qui pourraient détourner ces données-là. Tant que ça reste dans un cadre, on va dire, et plus propriétaire, ça devrait aller. Mais voilà, ça m'étonnerait. Il y a Steph qui voulait intervenir, Didier. Oui. Vas-y, Steph. Sur ce point, il faut savoir que c'est une question d'offre et de demande. On rentre chez soi le soir, on allume Netflix pour regarder la télé, il y a une suggestion de film qui est poussée vers nous, on dit que ça correspond à 95% à nos préférences, etc. Et nous sommes contents. On regarde le film, on est heureux. Mais ça repose, comme Mme le disait, sur une connaissance fine. Donc, on ne peut pas anonymiser. L'offre, la demande aussi, crée ce besoin d'informations poussées. Oui, donc, à quel moment est-ce qu'on va faire la balance pour dire non, on va anonymiser une certaine partie des données? Donc, il y a toute une assistance qui nous est apportée aujourd'hui, à laquelle nous sommes en train de nous habituer. Et qu'on aime bien aussi. Complètement. Et qu'on désire. Et toute l'industrie marketing du futur se développe autour de cette assistance. Tout à fait. On veut faire moins d'efforts, on veut que ça nous corresponde plus à nous-mêmes. Et la 5G qui va permettre de collecter de plus en plus de données sur notre façon de vivre, de travailler, d'interagir, etc., va nourrir cette industrie. Donc, oui pour la protection, mais jusqu'à quel point
pour nous protéger et empêcher les gens d'adapter les services à nos usages. Donc c'est une barrière qui est difficile à définir. Tout à fait. Merci Steve pour ta contribution. Didier, tu voulais dire un mot sur la question? Bon, écoutez, moi, en fait, on parle de régulation, on passe de course. Pour moi, je crois que je suis un peu sceptique. Parce que quand tu regardes, regardez ceux qui ont développé ChatGPT. Il est basé sur un moteur qui s'appelle GPT-4, GPT-3, qui est un open source. Un open source, un logiciel open source, c'est un logiciel dont le code source est accessible à tout le monde pour le modifier. Donc, ce code source étant accessible à tout le monde peut le modifier à sa guise. Donc déjà, le concept même de l'open source, un puissant outil comme ça qui est mis à disposition de tout le monde en termes de code source, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Et aujourd'hui, on est tous là, mais on est dans une situation extrêmement difficile. Il y a des réflexions qui sont en cours, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut réguler l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut arrêter le mouvement qui est en cours? Ça, je suis très sceptique. Merci, merci Didier. Effectivement, ce sont de grandes interrogations et l'avenir répondra à ces questions qu'on se pose aujourd'hui. On a parlé de cybersécurité tout à l'heure, de menaces, d'attaques. Et l'une des manières dont les cyberattaquants procèdent, c'est en se servant de l'ingénierie sociale. Et du coup, avec l'intelligence artificielle, on a parlé tout à l'heure de ces applications, comment étudier les comportements et tout cela pour pouvoir détecter les menaces et puis les bloquer. La question qu'on pourrait se poser par rapport à l'ingénierie sociale, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à sensibiliser les personnes, les employés face aux menaces et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut les aider à adopter ces bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc, Mam, si tu veux dire un mot là-dessus, Didier aussi. Ouais. Donc, et sur ça, aujourd'hui, en termes d'innovation, on a quand même un certain nombre d'outils également et de sensibilisation et qui contribuent à réellement, en fait, comment dire, former chacun d'entre nous et surtout capitaliser sur l'IA. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de menaces sophistiquées et les choses changent. Donc, et le fait d'avoir des solutions de sensibilisation basées sur l'IA permettra en fait en temps réel. Et surtout quand on parle de sensibilisation, ce n'est pas quelque chose de ponctuel à faire. Donc c'est quelque chose en fait et qu'il faut répéter dans le temps. Et donc à travers une solution d'IA, on sera capable en fait d'expliquer à des fréquences périodiques en fait les différents types, les différentes nouveautés d'ingénierie sociale basées sur des solutions d'IA. Donc en capitalisant vraiment et sur l'ensemble des scénarios vus de part et d'autre. Et donc, en termes de valeur, c'est réellement mettre l'IA au service des outils de sensibilisation, qu'on parle d'ingénierie sociale ou de mots, de passe autres en fait, et c'est vraiment un tout, à mon sens. Merci Mam. Alors une question maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de toutes les menaces qu'en tant qu'entreprise, auxquelles on peut être confronté en tant qu'entreprise. La question pour tous ceux qui nous suivent, la question que tous ceux qui nous suivent se posent forcément, c'est comment est-ce qu'Orange se positionne pour accompagner les entreprises dans la cybersécurité? Quels sont les produits, les services qui sont proposés, et donc on va laisser la parole à Didier et à Hubert aussi pour répondre à cette question. Je vais laisser Hubert commencer. Ok, Hubert, comment est-ce que Orange se positionne pour accompagner les entreprises dans la cybersécurité? Quels sont les produits, les services qu'Orange offre et comment est-ce qu'on peut en bénéficier?
Très bien. Alors, donc, pour accompagner les entreprises, hein, Orange Burkina a signé avec ses associés et à la fois avec le cluster, mais aussi Orange Cyberdéfense, donc avec qui nous avons un partenariat de distribution de leurs produits sur nos marchés. Nous avons déjà réalisé des workshops pour présenter ces produits qui offrent des protections à la fois sur les terminaux, mais aussi sur les postes de travail. Nous avons travaillé aussi, nous sommes dans un cluster, donc il faut aussi bénéficier de cette synergie-là. Il y a un certain nombre de produits aussi que nous allons distribuer de la part à partir du catalogue du cluster. Donc aujourd'hui, très concrètement, nous avons déjà réalisé des POC, n'est-ce pas, avec des tests avec un groupe, un grand holding, un groupe international basé au Burkina. Et nous attendons impérativement les résultats pour pouvoir avoir une bonne commande. Donc, c'est pour dire que, alors, c'est un sujet qui préoccupe les entreprises très fortement. Et tous les DSI sont vraiment intéressés par ces différentes solutions et nous allons essayer de les pousser avec à la fois l'aide du groupe et du cluster. Merci Hubert. Didier, tu veux renchérir? Oui, bon, comme l'a dit Hubert, hein, c'est une synergie d'action que nous menons aujourd'hui avec Orange Burkina sur ce pôle d'activité, parce que nous appartenons à un même cluster, au même groupe, au groupe Orange Côte d'Ivoire. Donc nous avons une vision très forte, une ambition forte en termes de positionnement sur la cybersécurité dans la région. Donc nous avons signé des conventions avec Orange Cyberdéfense, comme il a dit. Nous avons défini un catalogue d'offres qui adresse toute la panoplie de besoins des entreprises de toute taille. Hein. Ça part des besoins des utilisateurs mobiles avec des solutions MDM de protection des mobiles, à des solutions de protection pour les petites et moyennes entreprises. Hein. Ça part par des solutions d'audit pour faire l'analyse diagnostique de votre réseau et votre système d'information pour l'évaluer et détecter les potentielles failles et comment mettre en place un plan d'action pour renforcer la sécurisation de vos réseaux, quelle que soit la taille d'entreprise, jusqu'à la mise en place, à l'accompagnement, la mise en place d'une vraie stratégie de sécurité selon les normes 27001, etc. Puisque nous, à Orange, nous sommes certifiés sur ces trucs-là, nous avons ces compétences en interne, mais avec le groupe aussi. Hein, donc, que ce soit sur la région de la Côte d'Ivoire, que ce soit sur le Burkina, nous avons un ensemble de compétences pour produire un ensemble de catalogues d'offres qui partent de l'audit à la protection des réseaux, à la surveillance des réseaux avec des solutions qu'on appelle des micro-SOC, qui sont des centres d'opération de sécurité qui permettent de superviser 24 heures sur 24 vos systèmes d'information et vous faire des alertes et prendre même des actions. Donc on a tout cet ensemble de catalogues de produits que nous fournissons à nos clients qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Libéria, pour les accompagner à renforcer leur système d'information. Ce mois-ci, nous avons décrété en Côte d'Ivoire le mois de la cybersécurité. Nous avons fait plusieurs workshops, des séminaires de formation avec nos clients. Et cette action-là va se poursuivre aussi certainement au Burkina avec Hubert. Donc on est vraiment dans une synergie d'action pour renforcer, puisque la plupart des entreprises qui sont représentées en Côte d'Ivoire sont au Burkina aussi. Donc on a une synergie d'action au sein de notre cluster et avec l'appui de notre groupe pour être, dans les années qui viennent, un des leaders de la cybersécurité dans notre région. Voilà. Merci Didier. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent en direct que sur la plateforme ON24, il est possible de retrouver l'ensemble de ces offres et des offres d'Orange sur la rubrique « Découvrir nos offres ». Et vous avez aussi une rubrique offre à la une qui vous permet d'avoir plus d'informations sur la dernière offre en cours sur la cybersécurité. Donc nous avons terminé cette première partie de questions-réponses et nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions que vous nous avez posées dans le chat. Mais avant, nous allons suivre une toute petite vidéo. Les cyberattaques ont plus que doublé en 2020 et ciblent des entreprises de toute taille.
Après la compromission d'un premier poste de travail, l'attaquant se répand sur tout le réseau pour déployer ses outils de contrôle. Lorsque le hacker lance son attaque, il s'agit d'une attaque programmée. Elle impacte tout le système d'information et pas une seule machine isolée. Le temps de réaction de l'entreprise non préparée est très long et ce délai peut lui être fatal. Pour protéger les postes de travail et les serveurs de votre organisation, Orange Cyberdéfense présente MicroSOC, une solution alliant surveillance, confinement, investigation et remédiation en 3 étapes clés. Première étape, la détection continue. Analyse des comportements suspects par des algorithmes de reconnaissance des attaques, scrutant continuellement tout ce qui se passe sur vos serveurs et postes de travail. Historisation de toute action exécutée sur les serveurs et postes de travail pendant 90 jours. Parce que les algorithmes ne détectent pas tout, recherche quotidienne des menaces observées dans d'autres cyberattaques sur lesquelles nous intervenons ou remontées par notre base de Threat Intelligence. Cette base, alimentée par plus de 400 sources dans le monde, référence des IP, URL et hash malveillants. Qualification des alertes par nos analystes, élimination des faux positifs et proposition de plans d'action adaptés. Deuxième étape, le blocage des attaques. Message d'alerte de nos analystes en cas de suspicion d'attaque. Blocage des menaces les plus courantes. Suppression des fichiers infectés et des programmes malveillants. Confinement rapide, total ou ciblé pour analyser l'attaque sans qu'elle ne s'aggrave. Troisième étape, le retour à la normale. Investigation pour comprendre l'attaque. Recommandations pour restaurer le système d'information, le renforcer et le déconfiner progressivement. Intervention de nos équipes de réponse à incidents en cas d'attaque complexe et étendue. Avec MicroSOC, maintenant, vous pouvez détecter et répondre instantanément aux menaces émergentes, définir des mesures de confinement activables à tout moment, renforcer la sensibilisation et l'éducation cyber dans votre entreprise par des exemples de menaces réellement observées dans votre organisation. MicroSOC d'Orange Cyberdéfense, le service de détection pensé pour toutes les entreprises. Moi, c'est Léo. Mon métier, pentester. On dit aussi ethical hacker. En quoi ça consiste? J'ouvre les portes de systèmes informatiques sans en avoir la clé. Ma mission est simple. Trouver un maximum de failles de sécurité avant qu'une personne mal intentionnée ne les exploite et n'en tire profit. Pour ça, j'ai besoin de me mettre dans la peau d'un pirate en faisant preuve d'encore plus de créativité que lui. Autrement dit, je réalise des attaques contrôlées, surtout bien réelles contre mes clients, mais uniquement dans le but de les protéger. On appelle ça des tests d'intrusion, ou penetration test en anglais, d'où le nom de pentester. Ce que les clients achètent? D'abord, notre expertise et notre connaissance des techniques utilisées par les cybercriminels. Ensuite, un rapport d'intrusion qui leur explique comment nous avons réussi à nous introduire dans leurs infrastructures. Je dis nous, car dans l'équipe Ethical Hacking, on travaille rarement seul, comme les hackers d'ailleurs. Pour finir, nous proposons à nos clients des contre-mesures qui permettront de corriger les brèches découvertes pour renforcer leur sécurité. Les périmètres confiés par nos clients sont variés. Applications et sites web, applications mobiles, réseaux sans fil, réseaux internes, équipements monétiques, mais aussi systèmes industriels. Nous travaillons pour tout type de clients, de la caserne de pompiers aux plus grandes multinationales. En tant que pentester, j'ai parfois accès à des données très sensibles. L'intégrité et la confiance sont donc fondamentales. Et contrairement aux pirates, nous agissons en toute transparence avec nos clients. Vous l'aurez compris, je fais partie des White Hats, ces hackers qui agissent pour bâtir une société numérique plus sûre. Intelligence artificielle et cybersécurité, levier de croissance ou menace pour les entreprises, c'est le thème de notre 13e édition d'Orange Business Live. Et nous arrivons maintenant à la phase des questions-réponses de l'audience du public. Donc je vous rappelle que vous pouvez tout à fait poser vos questions dans la zone de chat, préciser votre nom, le nom de votre entreprise ou de votre organisme et le nom de l'intervenant à qui s'adresse la question. Vous pouvez aussi nous partager vos commentaires, vos impressions, vos réactions, des likes, des cœurs, ça ne fait pas de mal et ça nous encourage. Donc on a une question, on en avait déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas augmenter le nombre de chômeurs dans nos pays?
quels sont les nouveaux métiers liés à cette technologie? Je sens que Didier veut répondre. Je vais laisser Mam répondre. C'est elle qui crée ces problèmes-là. Il précise dans une région en particulier ou bien dans nos pays, c'est ça? En Afrique, en fait. En Afrique, de manière globale. C'est le Mali qui est cité ici, mais de manière globale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de chômage? Quels sont les nouveaux métiers? Comment est-ce qu'on envisage les emplois du futur dans un monde qui intègre l'intelligence artificielle? Alors, l'IA va d'abord s'attaquer à tout ce qui est tâches répétitives, donc principalement dans les secteurs de l'industrie, de tout ce qui est ameublement, gestion de stock, autres, et dans les ports aussi. Donc, potentiellement, en fait, le premier risque serait sur ces métiers-là. Dans nos pays, on en a pas mal, mais déjà en termes de maturité, ça compte beaucoup parce qu'aujourd'hui, on voit la vraie valeur dans les pays, enfin en France, par exemple, on est capable de faire ses courses, de rentrer dans un casino, faire ses courses, et puis on arrive à la caisse, on a enfin et des sortes de smart caméras et qui suit le client tout son parcours, et derrière en fait, c'est on trouve une caisse où tout est préfacturé en fait. Donc il n'y a plus qu'à payer. Donc là-bas, on a de moins en moins de caissiers. Maintenant, chez nous, on fait les courses physiquement. Voilà, on continue de faire les courses physiquement. Il nous faut aider caissières et autres et pour traiter en fait nos achats. Donc, en termes de maturité, on a encore un chemin à parcourir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les choses vont très vite. Steve a parlé de la 5G. Donc, la 5G viendra avec des services qu'on va fournir aux entreprises, donc via et la DOB. Donc, tous ces services-là sont censés apporter des innovations. Et les innovations permettront aux entreprises d'être plus productives et potentiellement, l'impact, c'est des emplois réduits. Donc, je dirais oui, il y a ce risque-là et qu'il y ait des pertes d'emplois. Par contre, il peut y avoir des opportunités, des nouveaux métiers que ça peut ramener. Donc, et pour moi, il faut quand même que cette jeunesse-là puisse être accompagnée, formée. Comme on a eu à le faire dans les années 90 avec Internet, on a appris. On s'est adapté en fait, donc on s'est approprié Internet. Donc là, il faut que les États, que les entreprises forment et les jeunes là à se réorienter sur des métiers d'avenir portés par cette IA-là. Tout à fait. Et pourquoi pas que les systèmes éducatifs se réinventent aussi. Exactement. Steve, tu voulais rajouter un point? Oui. Vous savez, la nature humaine a toujours peur du changement. Et donc, lorsque ce genre de phénomène qu'on peut qualifier de révolution arrive, c'est normal qu'on s'interroge sur les pertes d'emplois. Oui, lorsqu'on vient des industries de communication comme moi et qu'on voit comment est-ce que, grâce à des simples questions posées à ChatGPT, on peut générer des campagnes de communication, on peut générer des visuels pour des campagnes, comme moi j'ai pu le voir récemment, ça pose la question sur des métiers créatifs. Qu'adviendra-t-il de ces métiers créatifs demain? C'est une question. Maintenant, je rebondis sur le fait, sur ce que Mam a mentionné, il y a aussi les emplois qui vont être créés. Depuis toute la première partie, nous avons parlé de cybersécurité. Donc aujourd'hui, les emplois liés à la cybersécurité vont naturellement monter, vont devenir de plus en plus importants et de plus en plus spécialisés. Donc quelle est la capacité du système éducatif à s'ajuster à cela? Deuxièmement, on a parlé de machine learning, mais c'est encore le machine learning, c'est encore le machine. Donc la machine n'a pas disparu. Il faut quelque part aussi travailler avec cette machine. Il faut développer des compétences d'interfaçage avec cette machine pour lui permettre d'apprendre grâce à l'intelligence artificielle. Donc ce sont des compétences nouvelles qui vont être demandées aujourd'hui au public. Donc oui, il y a des risques de perte d'emploi, mais il ne faut pas voir simplement la perte nette d'emploi. Il faut voir
aujourd'hui la transformation de la société, les opportunités de développement que cela crée et la capacité à générer plus de richesses pour la société et plus d'efficience sociale au final. Merci Steve. Ou alors aussi, pourquoi pas, tu parlais tout à l'heure de ChatGPT qui était capable de générer des campagnes publicitaires. Ça peut être une base pour les communicants, leur permettre de travailler plus vite sans supprimer leur métier. Ça peut être aussi une opportunité. Hubert, tu voulais rajouter un mot là-dessus, sur la question? Oui, je pense que Steve et Mam ont déjà dit l'essentiel. Il faut se réinventer, il ne faut pas avoir peur de la transformation. C'est vrai que les entreprises vont avoir un gain de productivité énorme, mais en même temps, ça leur permet de réallouer les ressources sur d'autres activités où on a plus besoin de la réflexion, on a plus besoin de créer de la valeur. Donc, je pense que rien ne va se perdre. Il ne faut pas avoir peur de ce changement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment dans tous les domaines. On a parlé tout à l'heure du marketing. Aujourd'hui, le métier du marketing, dans toutes les couches du métier du marketing, l'intelligence artificielle vient apporter une certaine forme de puissance. Mais je ne pense pas que le métier du marketing va disparaître. L'humain va disparaître du métier du marketing. Donc, il faut simplement accompagner cela. Et le plus important, je pense que c'est évoqué, il faut que le système éducatif se réinvente. Et même le sujet, vous voyez bien que même dans des pays comme la France, on demande de faire changer le programme du système éducatif pour faire face justement à ce nouveau phénomène-là. Je pense que ça va être un grand mouvement mondial. Merci Hubert pour cette contribution. On a une question un petit peu futuriste. Je pense qu'il fait écho à ce que tu disais, Mam. Un dysfonctionnement peut-il amener une IA à se rebeller au point de semer le chaos, comme dans Matrix? Ouais. Je pense que Didier l'a dit. Donc, une IA, c'est un cerveau numérique. Donc, et pour moi, enfin, on ne peut pas prédire ce qu'est, enfin, ce que ça pourrait faire demain. Et effectivement, on a eu des films et des science-fiction et qui montraient un peu, enfin, et des scènes chaotiques. Mais voilà. Mais pour moi, enfin, après, c'est peut-être par des formations professionnelles, on a toujours un risque. Parce que dès lors que l'homme n'est pas capable de maîtriser, c'est pourtant l'homme qui crée une IA. Mais l'homme donne enfin et des capacités et des puissances de calcul enfin immenses. Et derrière, en fait, c'est difficile de prédire comment ça peut se finir. Bon, écoutez, moi, ça me fait sourire. Je prends un exemple banal. Avant de commencer, j'ai défini ce que j'appelle appelle l'intelligence. L'intelligence, avant d'être artificielle, est humaine. Nous-mêmes, les hommes, là, quand on est détraqué, là, on peut tuer, non? Tu vois, non? Tu vois? Si ton cerveau dysfonctionne, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez l'homme, en tant qu'intelligence, tu peux poser des actes qui sont répréhensibles. C'est la même chose qu'une intelligence artificielle. Sauf que là, elle est artificielle. Donc, s'il y a un virus qui prend, il peut avoir des dysfonctionnements qui peuvent détourner l'usage à d'autres fins, qui peuvent être des fins malicieux, malencontreux. Donc, réfléchissez. Tout ce que l'homme peut faire quand il dérape, une intelligence artificielle est capable de faire ça quand elle dérape. Donc on aura des asiles psychiatriques pour les machines. Peut-être. Ça va être sympa. Okay. On a une question qui porte maintenant sur l'environnement. Est-ce que l'intelligence artificielle est nocive pour l'environnement? Écoutez, ça pose la question de l'empreinte carbone des technologies, c'est clair. Quand on parle d'intelligence artificielle, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est des grosses machines, c'est des data centers qui traitent des milliers de données. Donc ça génère forcément de carbone. Il y a une empreinte carbone de ça. Donc l'intelligence artificielle, par tout ce qu'on fabrique, etc., il y a forcément un impact avec tout ce qui est infrastructure qui est mis en place, avec ce que ça dégage comme utilisation et la multiplication des smartphones qu'on va utiliser de plus en plus avec des puissances de calcul qui nécessitent de plus en plus d'énergie.
Parce que tout est connecté, hein, donc on va nécessiter de plus en plus d'énergie. Donc, utilisation forte d'énergie, pollution. Donc, l'intelligence artificielle, comme toute technologie, va entraîner forcément un impact environnemental. Mais il faut maintenant qu'on arrive à produire, à trouver des sources d'énergie alternatives pour ne pas impacter l'environnement. Steve l'a dit tout à l'heure, il y a les ODD, il faut respecter. Et nous, à Orange, on a pris cet engagement de réduire notre empreinte carbone de plus de 50% en 2025 et puis aller vraiment vers le zéro carbone vers 2050. Et le solaire. Avec le solaire, on est en train de solariser nos data centers avec des énergies alternatives. Donc voilà un peu, voilà. Le monde aura besoin de plus en plus d'énergie avec ces évolutions technologiques à venir qui sont en cours. Merci Didier. Il y a Steve qui voulait rebondir là-dessus. Mais juste avant, il y a un sondage en ligne qui va s'afficher maintenant sur vos écrans et on va vous donner 1 minute pour y répondre. Il y a une expérience intéressante du Burkina Faso sur le solaire là aussi. Je ne sais pas si Hubert peut nous partager ça. Ce serait bien. D'accord. Hubert on revient après à toi, Steve. Oui, bien sûr. Hubert, est-ce que tu peux nous partager, Didier faisait allusion à une expérience au Burkina, Burkina Faso, avec l'énergie solaire. Au Burkina, vous savez que nous avons un taux d'ensoleillement qui est hyper élevé. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées dans ce sens, aussi bien par l'État que des acteurs privés aujourd'hui. Et Orange est vraiment engagé dans ce combat-là. Nous venons d'ailleurs nous sommes en pourparlers donc pour un partenariat avec un opérateur local pour démultiplier effectivement ces abonnements-là sur le territoire national. Et donc, c'est une source d'énergie pas vraiment bon marché aujourd'hui. Il faut dire que le défi, c'est vraiment les équipements qui sont quand même assez chers, mais qui vont se démultiplier de plus en plus dans le pays. Et quand vous voyez toutes les constructions qui se font, aujourd'hui, à côté de l'énergie thermique qui est délivrée par l'opérateur national, la SONABEL, chacun déploie quand même son petit dispositif de kit solaire pour pouvoir compenser les coupures d'électricité au niveau de la SONABEL. Donc c'est un sujet très important chez nous et qui prend de la puissance. Il existe même au niveau État un organe de régulation de ce secteur-là qui est mis sur pied depuis quelques années, qui augure effectivement du fait que c'est un secteur d'avenir. Merci Hubert. Donc faut tout à fait intégrer le développement durable dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Une question par rapport au cadre légal. Est-ce qu'il existe un cadre légal qui permet d'encadrer les activités de l'IA pour les questions de protection de données, de confidentialité, d'authenticité des données? Est-ce qu'il existe un cadre légal? Côté Europe, et là, si vous suivez les actualités, il y a l'Italie qui a fait bloquer ChatGPT. Donc, et parce qu'ils sont en train ils ont souhaité en fait ralentir et puis voir ce qu'il fallait mettre en place. Et je pense qu'il y a la France et aussi l'Allemagne qui travaillent sur ça. Mais encore une fois, le risque pour eux, c'est de se faire dépasser par et les autres pays hors Europe qui sont en train d'accélérer. Quand bien même Elon Musk en parle, mais derrière, c'est le même gars et qui investit dans une infrastructure IA derrière. Donc, il peut y avoir des restrictions, mais il y aura toujours moyen de contourner.
Donc l'Europe en tout cas montre et des signes forts et pour mettre en place et des lois et des règles et pour réguler. Mais après, enfin, est-ce que ça va tenir longtemps? Bonne question. C'est ça. On va prendre... Steph, tu voulais intervenir tout à l'heure? Oui, sur la question de l'impact environnemental. Oui. Tout à l'heure, on disait que la 5G et l'intelligence artificielle sont très liées et on expliquait tantôt que l'intelligence artificielle devrait permettre vraiment de rendre les réseaux 5G plus efficients. Sachant qu'aujourd'hui, la 5G, un de ses impacts, c'est qu'elle nécessite beaucoup plus d'antennes pour pouvoir avoir une excellente couverture et garder la vitesse et les capacités à un niveau élevé. Donc, qui dit plus de tours, plus d'antennes, dit fatalement plus d'impact environnemental. Mais de l'autre côté également, ces équipements sont beaucoup plus efficients en termes d'énergie. Okay. Et les capacités de calcul de l'intelligence artificielle doivent permettre aussi d'allouer les ressources, même énergétiques, de façon plus optimale en fonction de l'usage, en fonction des pics de consommation, etc. Donc, c'est un équilibre. Donc, il ne faut pas que cet impact environnemental, ce risque d'impact environnemental puisse, comme on dit, offset les bénéfices et les possibilités d'amélioration, d'optimisation des ressources énergétiques offertes également par l'intelligence artificielle. Merci Steph. On va prendre deux dernières questions et conclure. Est-ce qu'il existe un cadre de coopération mis en place entre les filiales d'Orange en Afrique pour lutter contre la cybercriminalité? Didier, Hubert, cette question est pour vous. Est-ce qu'il existe un cadre de coopération entre les filiales d'Orange pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique? Certainement oui. Et oui, il existe un cadre de coopération entre les filiales. Donc, MAM est bien placée que nous pouvons en parler, hein, parce que elle est la patronne de la cyberdéfense. Elle pourra dire un peu ce qui s'est fait au niveau groupe sur ça. Bon, ben, je vais laisser Hubert, après MAM va développer. Okay. Hubert, tu as la parole. Alors, non, oui, ce cadre existe. Hein. Je pense que les équipes techniques travaillent très, très fort là-dessus. Mais je pense qu'il faut encore aller beaucoup plus loin, parce que lorsqu'on regarde un peu les attaques, hein, je parlais tout à l'heure des niveaux d'attaque qui sont faits sur le Burkina. Généralement, vous savez, ils ont un circuit qui est bien huilé. Donc, quand on attaque un pays, le prochain est certainement sur la liste. Je pense que c'est au-delà même du cluster, puisqu'il y a d'autres pays qui ne sont pas dans le cluster, mais qui sont très voisins du Burkina, je pense au Mali. Donc, il faut que ces discussions-là soient beaucoup plus poussées pour qu'on puisse faire face à ces menaces-là, parce que, bon, généralement, ils ont un schéma qui est assez régulé, qu'ils suivent régulièrement pour moi. Donc, il faut renforcer cette coopération au-delà même du cluster. Merci Hubert. Même, tu veux rajouter un mot? Et cette coopération se traduit vraiment en fait, et dans les différents chantiers de comment dire, et de synergie qu'on a autant sur les compétences que sur les projets techniques. Donc globalement aujourd'hui, et ça marche, je pense qu'on a ce cluster-là depuis 2017 et depuis lors, on a su vraiment faire de beaux projets ensemble. Et l'objectif, c'est que tous ensemble, et qu'on puisse grandir à la même vitesse, capitaliser, faire monter en puissance et les différentes équipes, mais surtout, voir comment l'ensemble de la stratégie et la vision globale, est mise en place et dans chaque pays. Mais oui. D'accord, donc oui, il existe une collaboration et des travaux sont en cours pour renforcer cette collaboration, pour qu'on ait un espace numérique plus sain, plus sûr. Exactement. Merci même. Donc une toute dernière question à la fois pour Steph et pour Hubert. On a parlé de 5G, on est impatient. À quand la 5G d'Orange?
À quand la 5G d'Orange Côte d'Ivoire? À quand la 5G d'Orange Burkina? D'accord. Merci Eunice. Bon, déjà quand on parle de 5G, on fait référence au très haut débit. Hein, et comme on le sait, Orange Côte d'Ivoire, en tout cas leader du très haut débit fibre en Côte d'Ivoire, et nous entendons garder ce leadership naturellement. Maintenant, pour ce qui est du calendrier de déploiement de la 5G, il y a un comité interministériel qui travaille en ce moment sur un planning de déploiement. Il y a encore des questions auxquelles on doit répondre, des questions techniques de base telles que la disponibilité des fréquences, donc qui est encore en discussion, les coûts d'acquisition de ces fréquences qui sont encore un sujet de discussion avec les autorités, sachant que le gouvernement ivoirien veut faire de la CAN 2023, qui aura lieu en janvier 2024, une CAN connectée avec des stades connectés en 5G. Donc ça nous donne à peu près une fenêtre de déploiement de cette 5G en Côte d'Ivoire. Mais à ce stade, il n'y a pas encore de communication officielle de la part de nos autorités sur le sujet. Mais sachez que nous travaillons à être prêts lorsque le top sera donné et pour fournir aux consommateurs ivoiriens de notre réseau un réseau aux standards internationaux avec une 5G de très bonne qualité. En tout cas, merci Steve. Donc en fait, tu ne nous as pas donné de date, mais tu nous as donné une idée de la date. Hubert, à quand la 5G chez Orange Burkina? Alors, Rémi, je vais un peu te décevoir aussi. Je ne pourrais pas te donner une date. Mais par contre, oui, on y travaille sérieusement. Donc, très concrètement, on a reçu l'ensemble des opérateurs les premières fréquences de test en décembre 2022. Donc, les opérateurs s'apprêtent véritablement à faire ces tests-là. Donc, à l'issue de ces tests, toutes les procédures vont suivre normalement. Je pense que, bon, à la fin de l'année 2024, on pourrait en parler, à voir. Par contre, il faut juste savoir qu'en ce qui nous concerne, la 5G, c'est vrai que ça va nous permettre nous avons une forte ambition sur le broadband fixe. Ça va nous permettre de compléter notre stratégie broadband avec notamment la fibre qui est déjà déployée. Mais en termes de use case, on a quand même au Burkina identifié des use cases plutôt sur les entreprises. Donc Didier a parlé tout à l'heure d'industrie 4.0. Il faut dire qu'il y a un secteur chez nous qui est vraiment dans cette dynamique-là, c'est le secteur minier. Donc nous sommes un gros pays minier, comme vous le savez. Et donc une association de la 5G, de la LTE privée va véritablement développer l'activité des mines, notamment sur la localisation des travailleurs et des équipements, la surveillance à distance des conditions de travail, mais aussi l'automatisation. On en a largement parlé des machines, avec notamment l'IoT. Donc ça, c'est un use case sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec et des équipementiers et des clients miniers pour pouvoir déployer. Et donc, on a bon espoir que c'est sur ces use cases-là donc, que la 5G va nous aider à vraiment grandir. Donc, on travaille déjà là-dessus. On n'attend pas la 5G, on va démarrer et quand la 5G arrivera, on va pouvoir renforcer cela. Voilà ce que je voulais dire un peu sur la 5G. On y travaille. Il y a des défis, il y a des prérequis sur le réseau, sur les terminaux, mais bon, on se prépare activement à cet événement-là. Voilà. En tout cas, l'année 2024 s'annonce très prometteuse. Notre webinaire tire à sa fin et avant de nous séparer, nous allons arracher un petit mot de fin à nos panélistes. Et on va commencer par toi, Hubert. Un petit mot de fin. Merci Eunice, moi je voudrais remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour cet événement-là. Je les ai vus à l'œuvre. Je remercie le cluster, donc Didier et l'ensemble de ses équipes, MAM et tous les panélistes du système.
Voilà, donc c'est une première participation du Burkina. On espère que on sera présent sur d'autres sujets. Et donc, au nom de la synergie que nous avons avec dont Didier a parlé, donc merci à tous, merci à toi pour avoir distillé la parole avec beaucoup de tact. Merci. Merci Hubert. Mam, un petit mot de fin. Merci Hubert. Depuis Burkina, bonjour à toute la team du Burkina. Merci Eunice également de nous avoir accueillis. Merci à toutes les équipes techniques et les personnes présentes dans la salle. Je voulais juste dire que l'intelligence artificielle est une technologie. Il ne faut pas qu'on en ait peur, mais au contraire, en fait, voir ce qu'on met en place et surtout dans nos pays en Afrique, voir réellement comment les différents États et les entreprises et comme Orange peuvent faire en sorte de former toutes les personnes avides de connaissances et qui souhaitent et s'en approprier. Donc il faut qu'on fasse tout pour en tirer la valeur et non pas être concentré que sur les éventuels risques. Parce que de toute façon, elle est présente et elle va rester. Merci Mam. Donc, ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, chercher plutôt à l'apprivoiser. C'est ça. On va laisser la parole à Steve pour son mot de fin. Merci beaucoup Eunice. Alors, Mam a déjà parlé de l'intelligence artificielle. Mon mot de fin va plus porter sur la 5G. Cette norme de réseau mobile va vraiment transformer la façon dont nous travaillons, la façon dont nous interagissons grâce à sa capacité de facilitation et d'accélération de l'intelligence artificielle. Et elle va offrir de nouvelles opportunités aux entreprises. Donc, pour moi, c'est un message que j'aimerais lancer aux entreprises qui nous suivent. Dans un avenir plus ou moins proche, cette technologie sera disponible. N'hésitez pas à y investir. N'hésitez pas à faire confiance à Orange pour vous accompagner dans le déploiement de la 5G, aussi bien, comme le disait tout à l'heure Hubert, sur la 5G fixe dans vos entreprises, mais également sur des cas d'usage complexes sur lesquels Orange est parfaitement outillé pour vous accompagner. Donc ce sera un peu cela mon mot de fin, et aussi te remercier et remercier l'ensemble des panélistes pour toutes leurs brillantes interventions. Merci Steve. Donc Orange est prêt à accompagner les entreprises dans leur transformation avec l'avènement très prochain de la 5G. Didier? Je tiens à te remercier d'abord, Eunice, pour l'animation de ce panel-là. Ce n'est pas évident, le thème est un thème qui est assez complexe. Je remercie aussi les panélistes d'avoir répondu à ces questions, parce que parler d'intelligence artificielle, parler de cybersécurité, que je sais de quoi je parle, ça demande beaucoup de préparation. Je remercie toutes les équipes techniques, les équipes de la direction de la communication d'Orange Côte d'Ivoire, les équipes de la direction Orange Business qui ont vraiment collaboré. Je remercie surtout Hubert. C'est le premier Orange Business Live Cluster. Et je crois que on renforce un peu les liens au sein du cluster Côte d'Ivoire et Burkina et Libéria. Il y aura d'autres participations encore d'Orange Burkina et d'Orange Libéria dans les prochains Orange Business Live sur des thématiques encore intéressantes. En tout cas, merci Hubert, et nous saluons vraiment tous nos collègues d'Orange Burkina Faso pour tout le travail qu'ils sont en train de faire au Burkina. Vous avez nos salutations depuis Abidjan. On espère un jour, si on a les moyens, la chance de faire un Orange Business Live à Ouagadougou pour être plus proche de vous. Mais c'est la magie de la technologie qui nous permet aujourd'hui, à des milliers de distances, de partager, de parler. En tout cas, merci à tous nos collègues du Burkina qui nous ont accompagnés dans la mise en place de ce Orange Business Live. Nous saluons aussi tous nos clients Orange Burkina aussi, qui ont suivi cette édition d'Orange Business Live, et tous nos clients en Côte d'Ivoire aussi. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont aidés, et bonnes vacances. Je crois qu'on va se retrouver au mois de septembre pour la prochaine édition d'Orange Business Live avec un thème encore plus intéressant. En tout cas, merci à tous et bon après-midi, bon appétit pour ceux qui vont déjeuner. Parce que je suis convaincu qu'il y en a qui prient actuellement, qui jeûnent actuellement. Voilà. Bientôt, c'est la Tabaski. Merci et à bientôt. Et au plaisir de vous revoir très bientôt.
pour une autre édition d'Orange Business Live. Bye. Merci Didier. Didier a conclu ce webinaire du jour. Donc merci à nos panélistes pour leur partage d'expériences, de connaissances qui se sont avérées vraiment très, très enrichissants. Alors que l'IA offre des opportunités prometteuses, elle présente également, comme nous l'avons vu, des défis importants en matière de sécurité. Il est essentiel d'adopter une démarche équilibrée en tirant parti des avantages de l'IA tout en restant vigilant face aux risques potentiels, en collaborant, en investissant dans la formation et en développant des stratégies solides. Il est tout à fait possible de créer un environnement, un monde numérique plus sûr. Merci encore à nos panélistes. Excellente fin de matinée et rendez-vous en septembre pour une autre édition d'Orange Business Live.